Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier épisode de nos vidéos sur Napoléon Bonaparte, ces dernières années de 1815 à 1821, avec la vie à Sainte-Hélène. Napoléon est déporté et emprisonné par les Britanniques sur l'île de Sainte-Hélène, commandée d'abord par l'amiral Cockburn, puis par Sir Hudson Lowe. L'empereur est accompagné d'une petite troupe de fidèles, parmi lesquels le grand maréchal de palais Bertrand, le comte de Las Cases et le général Montholon, et le général Courgaud également. Il se consacre à l'écriture de ses mémoires qu'il dicte à Las Cases. Il essaye aussi d'apprendre l'anglais. Il reçoit plusieurs visiteurs de passage à Sainte-Hélène, qui est alors une escale importante pour tout navire contournant l'Afrique. Une fois installé à Lockwood, il évite de sortir car Law a donné l'ordre que l'empereur doit être partout sous garde. Sur ce rocher, Napoléon se lie d'amitié avec une jeune Anglaise d'une quinzaine d'années, Bestie Balcombe. Elle fait partie des dernières amies de l'empereur avant son retour en Angleterre en 1818. Elle emporte avec elle une mèche de ses cheveux. Dès cette époque, des escrocs usurpent l'identité de l'empereur et prétendent être de retour pour reconquérir le pouvoir. Dégradation de sa santé, Napoléon tombe progressivement malade et s'affaiblit. Dès janvier 1819, son état est critique, mais plus ou moins bien diagnostiqué et soigné par les médecins présents sur l'île. Dans la seconde moitié du mois d'avril 1821, il écrit lui-même ses dernières volontés et plusieurs codicilles, une quarantaine de pages au total. Mort, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans, le 5 mai 1821 à 17h49, rendant ainsi le plus puissant souffle de vie qui eût jamais agité l'argile humaine, Chateaubriand. Ces derniers mots sont France, armée, Joséphine, ou selon les mémoires de Sainte-Hélène, tête armée, mon Dieu. Nerval, dans son poème À la mort de l'exilé, note les dernières paroles de Napoléon, mourant, furent mon Dieu et la nation française, mon fils, tête armée. On ne sait ce que signifiaient ces mots, et une version courante affirme qu'il aurait dit en fait tête d'armée, ce qui est moins bien énigmatique. Hudson Lowe, gouverneur anglais de l'île de Sainte-Hélène et geôlier de Napoléon, déclara devant son lit de mort: Messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre, c'était aussi le mien, mais je lui pardonne tout. À la mort d'un si grand homme, on ne doit éprouver que tristesse et profond regret. Les causes de sa mort sont immédiatement fait l'objet d'une controverse. Les médecins anglais ont officiellement conclu à une mort des suites d'un cancer de l'estomac, mais François Hautomarchi, médecin corse arrivé sur place en 1819, refusa de souscrire à ces conclusions avec son autopsie détaillée, laquelle avait été commandée à l'avance par l'empereur, qui montra entre autres une rate, un foie et une vésicule biliaire très dégradés, un estomac plein d'ulcères et un ulcère perforé miraculeusement obturé par le foie. La mort de Napoléon résulterait donc de la combinaison d'une hépatite chronique ancienne, d'un ulcère de l'estomac lié au stress évoluant jusqu'à la perforation, d'une dégénérescence de cet ulcère en carcinome et cause immédiate, l'aggravation de tout par une médication aberrante, antimoine et mercure, le coup de grâce ayant été porté par le médecin anglais Arnott, qui inflige au malade une dose extravagante de 10 grains de calomel, alors que la dose normale est de 1 ou 2 grains, ce qui provoque une sévère hémorragie stomacale qui sera fatale. Une vive discussion oppose alors les différents médecins et les officiels, dont résulte une sorte de compromis politique
présentant le squire cancéreux au pylore comme la cause de la mort, ce qui permet d'imputer la mort de Napoléon à une prédisposition familiale, dont à une mort des plus naturelles, puisque son père et sa sœur Elissa sont morts de cette même maladie. En raison des circonstances d'opinion qui se manifestent dans les récits ultérieurs des uns et des autres, la cause de la mort de Napoléon a fait l'objet de diverses théories. Une hypothèse fréquemment avancée est celle d'un empoisonnement délibéré de Napoléon au trioxyde d'arsenic. Cette théorie, avancée pour la première fois par le stomatologue suédois Sten Funzodwood, est rejetée par un grand nombre d'historiens. L'historien médiéviste Michel Pastoureau avance par exemple que de l'arsenic était présent dans les papiers peints et teintures teintes en vert qu'affectionnait l'empereur et utilisés à Lockwood. Toutefois, à la suite de nouvelles analyses, le docteur Pascal Quince, président de l'Association internationale des toxicologues de médecine légale, écrit dans son article 3 séries d'analyses des cheveux de Napoléon, confirme une exposition chronique à l'arsenic le 24 janvier 2018. Que, compte tenu de ces données scientifiques, nous pouvons conclure que Napoléon a bien été victime d'une intoxication chronique à l'arsenic minéral, donc à la mort au rat. Ces conclusions sont également partagées par l'International Museum of Surgical Sciences et l'International College of Surgeons de Chicago. Sa mort en 1821 ne met pas fin à sa légende. En effet, des historiens ont montré l'existence d'une rumeur persistante jusqu'au début de la Troisième République, selon laquelle l'empereur ne serait pas mort, signe de l'attachement du monde rural au mythe d'un Napoléon sauveur. D'incessantes rumeurs parcourent en effet les campagnes françaises depuis la fin de la Restauration jusqu'en 1870, accréditant le prix que l'empereur toujours en vie serait sur le point de revenir au pouvoir pour préserver les acquis égalitaires de la Révolution française. Au niveau d'état de santé, si la mort de Napoléon a mis en avant les problèmes de santé dont il souffrait durant son exil à Sainte-Hélène, toute sa vie cependant fut marquée par des désordres pathologiques plus ou moins graves. Lors de son autopsie, on mesura sa taille qui était de 5 pieds 2 pouces et 4 lignes, ce qui correspond à 1,69 m. De constitution robuste et endurante, il pouvait monter plusieurs heures à cheval sans éprouver de fatigue. Le général Bonaparte apparaît dans sa jeunesse, maigre et élancé. Les années venant, il s'empâte, devenant presque obèse à l'époque de son exil. En 1785, il souffre de fièvre alors qu'il se trouve à Auxonne comme lieutenant. À partir de 1786, il est atteint de paludisme et souffre de fièvre par crise intermittente jusqu'en 1796. En 1793, il contracte la gale lors du siège de Toulon, dont il garde des séquelles durant toute sa vie, l'obligeant à prendre des bains pour calmer les démangeaisons. Talleyrand et la comédienne Mademoiselle George ont été témoins de crises qui furent assimilées à l'épilepsie. Il souffre principalement de problèmes abdominaux, dont une douleur chronique au côté droit et hépatique, ainsi que de dysurie, dont l'aggravation est constatée lors de la campagne de Russie. Napoléon ne portait pas la main dans son gilet pour soulager une douleur à l'estomac. Ce geste rencontré dans les portraits officiels était une posture inspirée de l'attitude oratoire du philosophe Échine et que l'on retrouve dans d'autres portraits du XVIIIe siècle. C'était ainsi une posture régulièrement adoptée par les officiers dans leurs portraits officiels pour ne pas avoir de bras ballants, comme le recommandent les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, livre écrit en 1702 par Jean-Baptiste de La Salle. Alors, retour des cendres en France. Napoléon demanda à être enterré sur les bords de la Seine, mais lorsqu'il mourut en 1821, il fut inhumé à Sainte-Hélène. 19 ans après la mort de Napoléon, le roi Louis-Philippe Ier put obtenir du Royaume-Uni la restitution des cendres de Napoléon,
L'exhumation du corps eut lieu le 15 octobre 1840 et Napoléon quitta définitivement l'île de Sainte-Hélène le dimanche 18 octobre 1840. Son corps fut rapatrié triomphalement à Paris le 15 décembre 1840 au milieu d'une foule innombrable et enterré aux Invalides dans un grand sarcophage de porphyre rouge en fait du quartzile aventurier de Finlande, proche du porphyre, posé sur un socle de granit vert des Vosges. Le socle en marbre noir provient de la carrière de marbre de Sainte-Luce. Le transport de ce bloc de 5,5 mètres de long, 1,20 mètres de large et 0,65 mètres d'épaisseur ne se fit pas sans peine. Après 1854, l'empereur Napoléon III négocie avec le gouvernement britannique l'achat de Longwood House et de la vallée du tombeau Sainte-Hélène qui devinrent propriété française en 1858 et sont gérés depuis par le ministère des Affaires étrangères. À l'occasion de la célébration du bicentenaire de la naissance de Napoléon, le journaliste photographe Jean Rétif de la Bretonne publia en mars 1969 l'ouvrage anglais Rendez-nous Napoléon, dans lequel il développait la thèse substitutionniste substitution de cadavres. Le roi d'Angleterre, George IV, aurait fait exhumer secrètement le corps de l'empereur vers 1824 ou 1825, puis substituer celui-ci avec celui de son maître d'hôtel Cipriani, qui se trouvait dans le sarcophage. Cette thèse, reprise depuis par d'autres auteurs, ne repose que sur des spéculations. Alors parlons maintenant de l'héritage de Napoléon. Peu de personnages ont laissé une trace aussi importante que Napoléon Bonaparte dans l'historiographie et la pensée politique française. Cette empreinte semble due pour une grande part au mémorial de Sainte-Hélène, essai publié par Las Cases en 1823, 2 ans après la mort de l'empereur, qui connut le grand succès éditorial. Pour Jean Tullard, le mémorial devint le bréviaire du bonapartisme. En 2014, quelques 80 000 titres ont été consacrés à l'empereur, ouvrage laudateur, à quelques exceptions près, même si actuellement il est abordé avec beaucoup plus de recul. Au milieu de l'année 1799, l'état de la France est catastrophique. Le gouvernement français est secoué par de problèmes internes. Les impôts n'arrivent pas dans les caisses de l'État, le brigandage s'est développé, les routes sont défoncées, les régions récemment conquises et les États satellites de la République française sont menacés du fait de l'offensive générale des armées de la deuxième coalition en Suisse, Italie, Allemagne du Sud et Hollande. Le commerce est au plus mal, l'industrie, notamment celle de la soie à Lyon, ruinée. Le chômage fait une percée, le prix du pain est trop élevé pour les ouvriers, les hôpitaux ne marchent plus. C'est le moment que Bonaparte, qui est à l'époque encore le général révolutionnaire, choisit pour abandonner son armée en Égypte et monter à Paris, fomenter un coup d'État le 10 novembre 1799. Entouré d'une auréole de prestige, il vient de sortir vainqueur de la campagne d'Italie et de la campagne d'Égypte, et pour le moment encore une réussite. Il ne trouve que peu de résistance et l'opinion publique ne le désavoue pas. Mais les républicains sont inquiets. Napoléon incarne-t-il l'avènement définitif des valeurs de la Révolution ou promet-il au contraire la destruction de la pensée révolutionnaire? On peut considérer aujourd'hui que Napoléon solidifiera à plus d'un titre l'héritage de la Révolution. S'il en finit avec la République et arrête le mouvement révolutionnaire, il restera fidèle au principe de la Révolution qu'il cherchera à exporter à l'échelle européenne, voire mondiale. Le consulat, en somme, objective ce mouvement. Le consul Napoléon Bonaparte, grâce à une série de mesures, permet à la Révolution de s'installer dans le temps. Bonaparte va d'abord s'employer à créer des institutions neuves, lesquelles perdureront jusqu'à nos jours. La nouvelle constitution qu'il fait rédiger renforce le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif, crée une administration centralisée, organisée en direction et ministères, dont le nouveau ministère de l'Intérieur confié à Fouché, spécialisé et uniformisé.
Il garde les divisions administratives créées lors de la Révolution. Ces institutions solides permettent un renforcement de l'autorité de l'État, font revivre le pays et éloignent un peu plus encore le risque de retour de l'ancien régime. Les caisses de l'État sont renflouées. Napoléon décide également de pacifier certaines zones conflictuelles en développant une politique de la ville novatrice. Ainsi, Pontivy fut agrandie et la ville de La Roche-sur-Yon est créée en 1804. La préfecture de la Vendée reste la seule ville entièrement de création napoléonienne. Elle est totalement perpendiculaire. Ensuite, Napoléon Bonaparte s'inscrit dans la lignée de la Révolution. Après le coup d'État, les institutions changent, mais la majorité des personnes qui vont occuper des postes étaient déjà en place lors du Directoire. Dans les assemblées créées par la Constitution de l'an X, la plupart des sénateurs, tribuns et membres du Conseil d'État avaient déjà des postes à responsabilité sous le régime précédent. Les préfets sont choisis dans des assemblées révolutionnaires. Cela permet à Bonaparte de mieux contrôler l'opposition. Les réformes qu'il met en place sont la suite logique de celles déjà entreprises sous la Révolution. Les réformes financières et commerciales qui lui sont attribuées ont, pour la plupart d'entre elles, été imaginées par les membres du Directoire. Ceux-ci avaient déjà tenté le blocus continental que Napoléon metta en œuvre contre le Royaume-Uni en 1806. Même certaines techniques de guerre utilisées par Napoléon, dont il est considéré comme l'inventeur, avaient déjà été mises en application sous la Révolution. La rédaction d'un code civil français elle-même avait déjà été entreprise sous la Révolution. De plus, il stabilise le paysage politique en pacifiant le pays et garantit ainsi l'inscription dans la durée de son gouvernement. La paix signée avec les royalistes vendéens et chouans en janvier 1800 marque un grand pas en avant dans l'apaisement du pays. Aucun gouvernement auparavant n'avait réussi à l'obtenir. La signature du Concordat en 1801 permet à Napoléon de s'assurer le soutien de beaucoup de catholiques qui étaient hésitants jusqu'alors, et les royalistes en perdent autant, l'une des raisons fondamentales de l'appui de la population à ce mouvement étant le caractère anticatholique de la Révolution. Ce concordat, qui n'instaure pas le catholicisme comme religion dominante, et qui aurait pu être vu comme une volonté de retour à l'ancien régime, permet à Bonaparte d'obtenir une nouvelle légitimité et d'asseoir un peu plus son autorité. Le Concordat maintient la vente des biens nationaux. Grâce à ces deux traités, Bonaparte neutralise l'opposition royaliste et semble s'inscrire dans l'héritage révolutionnaire. Finalement, le Code civil français est un ouvrage révolutionnaire. Commencé en 1800 et publié finalement en 1804, il remplace tout le droit antérieur et conserve la méritocratie, l'impôt égalitaire, la conscription, la liberté d'entreprise et de concurrence, ainsi que de travail, consacre la disparition de l'aristocratie féodale et en principe l'égalité devant la loi. En conservant et en inscrivant dans le Code tous ces acquis de la Révolution, Bonaparte leur permit de traverser les régimes et rassura une grande partie de la population. Mais Napoléon a aussi supprimé bon nombre d'acquis révolutionnaires. Tout d'abord, les cultes révolutionnaires sont abolis. Les libertés d'expression, de réunion, de circulation et de presse sont supprimées au profit d'un État autoritaire et d'une surveillance accrue de la population orchestrée par Fouché. L'égalité proclamée dans le Code civil n'est pas respectée. La femme dépend de son mari. Les patrons ont un très grand pouvoir sur les ouvriers. Le livret ouvrier les réduisant à être des cassis-serfs, l'esclavage est rétabli dans les colonies, les fonctionnaires sont privilégiés en matière de justice. Ensuite, l'instauration des préfets, qui sont l'équivalent des intendants, la création d'un conseil d'État, l'équivalent du conseil du roi, d'une nouvelle noblesse basée sur la notabilité, les faux plébiscites organisés, des votes sont inventés, il n'y a pas de secret de vote, on ratifie un fait déjà accompli, font redouter le pire aux Jacobins. Le spectre du retour à la monarchie les hante.
Finalement, en devenant tour à tour premier consul, consul à vie puis empereur, il en finit avec la République. La faveur publique lui permet de rédiger la constitution de l'an 8, qui lui donne la réalité des pouvoirs et surtout ne fait pas mention de la souveraineté nationale. Cette constitution divise le pouvoir législatif qui, à partir de ce moment, perdra toute influence. C'est au cours de l'an 10 que s'est opérée la transformation du régime encore républicain en un despotisme auquel ne manquait qu'une couronne. Le poste de premier consul à vie sonne le glas de la République. Ces changements de régime permettent surtout à Napoléon d'être de moins en moins dépendant de ses succès ou échecs et lui donnent une autre dimension vis-à-vis des dirigeants européens. Napoléon a donc aussi supprimé bon nombre d'acquis révolutionnaires. Napoléon arrête le mouvement révolutionnaire mais pas la révolution, en obtenant la confiance des bourgeois grâce à la vente des biens nationaux, à la paix maritime et continentale, à la création d'une noblesse méritocratique, grâce au prestige de grandes victoires, Marengo en 1800, à la bonne résolution des crises telles que celle de 1802, la disette et le chômage, Napoléon obtient le soutien populaire et s'affranchit peu à peu du processus révolutionnaire qui ne lui est plus nécessaire. Au fil des années, alors que sa popularité ne cesse de croître, il va monter en puissance et s'éloigne de la République. En 1804, après divers complots visant son assassinat et la reprise des hostilités avec le Royaume-Uni, il est perçu comme le seul rempart face aux ennemis de la Révolution, et la question de l'hérédité devint un sujet de préoccupation. Il en profite pour se faire sacrer empereur, ou plutôt se sacrer, ce qui pourrait être vu comme l'aboutissement du projet d'un tyran qui ne l'est pas. En effet, lors du sacre, Napoléon déclare être dans la continuité de la Révolution et est soutenu par les révolutionnaires eux-mêmes malgré la fin du processus révolutionnaire. Les guerres impériales ont perpétué la Révolution. Dans tous les pays conquis, Napoléon Ier impose le code civil et par conséquent toutes les notions révolutionnaires qui en font partie. Il est considéré dans un premier temps comme le libérateur de l'Europe, mais à partir de la quatrième coalition qui commence en 1806, le but de ces guerres ne sera plus la propagation des idées révolutionnaires, mais la défaite napoléonienne de 1815. Les idées de liberté et d'égalité resteront fermement implantées dans le pays qui avait été conquis et de nombreux bouleversements au fil du XIXe siècle en découleront. Grâce à la modernisation des institutions françaises et européennes, à la pacification du pays, de ses victoires militaires et à la conquête de la partie majeure de l'Europe, Napoléon a permis l'expansion et la perpétuation de la Révolution. Ainsi, malgré les nombreux changements de régime lors du XIXe siècle, le Code civil français restera en vigueur dans l'Europe entière et les nombreux principes révolutionnaires qu'il contient. Napoléon est donc plus le continuateur que l'assassin de la Révolution, malgré l'impasse qu'il fit sur la République. En supprimant les cultes et autres acquis révolutionnaires qui mettaient en danger l'œuvre de la Révolution elle-même, il permit aux autres de traverser les époques. Rétablissement de l'esclavage. La première abolition de l'esclavage dans les colonies le 4 février 1794 et ses conséquences économiques et politiques amènent le premier consul à se saisir de la question. Dès leur entrée en fonction, les trois consuls assurent aux anciens esclaves que la liberté qui leur a été accordée par la Convention sera respectée. C'est le cas jusqu'en 1802 avec la signature de la paix d'Amiens le 25 mars 1802 quand le Royaume-Uni doit rendre à la France les colonies occupées. Parmi celles-ci se trouvent notamment Sainte-Lucie et la Martinique qui n'ont pas bénéficié de l'application de la loi d'abolition de l'esclavage. Face à cet imbroglio entre colonies avec et colonies sans esclavage, le pouvoir consulaire décide du statu quo. Les colonies où il n'y a plus d'esclavage resteront libres. En revanche, celles jusqu'à-là occupées par l'Angleterre conserveront les lois antérieures à l'abolition, c'est-à-dire le Code noir. Une commission composée par Cabacérès
et 3 conseillers d'État, Dupuy, Regnault de Saint-Jean d'Angély et Bruix, travaillent sur un projet qui allait dans le sens désiré par Bonaparte. Mais il apparaît difficile de faire cohabiter deux principes opposés dans le même projet de loi. Il est alors décidé de ne mentionner que le cas des territoires récupérés à l'occasion du traité d'Amiens et de ne rien mentionner dans les colonies où l'esclavage était déjà aboli. Dans le maintien de l'esclavage en Martinique, le premier consul est poussé notamment par ses ministres tels Décrès et Talleyrand et l'intendant général aux colonies, Guillemin de Vèpres, ancien intendant de Saint-Dominique, mais aussi par son épouse Joséphine, martiniquaise, dont la famille et plusieurs amis avaient de nombreux intérêts en Martinique. L'esclavage, ainsi que le traité des Noirs et leur importation dans les colonies restituées par le traité d'Amiens, auront lieu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. Début juin, il fait arrêter et déporter Toussaint Louverture, qui s'était distingué pendant la révolte des esclaves de Saint-Dominique 11 ans plus tôt, et qui, convaincu par l'abolition de l'esclavage de 1794, avait gardé la colonie à la France, après que celui-ci ait proclamé une constitution autonomiste et envahi la partie espagnole au moment où Napoléon souhaite apaiser la situation en Europe. L'Antillais devait mourir de froid un an plus tard au fort de Joux dans le Doubs, département réputé pour sa rigueur de ses hivers. Avec l'expédition de Saint-Dominique, une deuxième phase de la guerre de Saint-Dominique débute. Elle provoque bien des massacres de part et d'autre. Ce sont les Noirs et les mulâtres de Saint-Dominique qui sortent victorieux de ces terribles combats et créent en janvier 1804 la première république noire indépendante de Haïti. À la fin de 1801, en Guadeloupe, le capitaine général Lacrosse inquiète en particulier la population noire jusqu'alors libre. Finalement, les troupes noires se révoltent, évincent Lacrosse et s'opposent ensuite à l'armée commandée par le général Richepanse, venu rétablir Lacrosse. Ces événements finissent en mai 1802 par la résistance de Louis Delgrès, vivement réprimée, et qui se termine par le suicide collectif des insurgés au Matouba. Lacrosse et son successeur Ernouf réintroduisent progressivement l'esclavage sous la forme d'un travail forcé, puis de l'esclave lui-même, par le biais d'un arrêté de police rurale du 22 avril 1803 qui fait référence à certains articles du Code noir. Et enfin, avec l'adoption du décret du premier consul daté du 16 juillet 1802, qui énonce que la colonie de la Guadeloupe et dépendance sera régie à l'instar de la Martinique, de Sainte-Lucie, de Tabago et des colonies orientales par les mêmes lois qui étaient en vigueur en 1789. De 1802 à 1803, la Guadeloupe est passée d'un régime qui reconnaissait la présence de généraux et officiers noirs et mulâtres dans l'armée française à un régime qui n'accordait la citoyenneté qu'aux seuls blancs. Abolition de la traite des Noirs par l'empereur. Lors des 100 jours en 1815, Napoléon décrète l'abolition de la traite des Noirs, le commerce mais pas l'esclavage en soi, notamment afin de complaire en particulier à l'opinion publique britannique largement traversée par le courant abolitionniste, mais aussi par conviction. Comme l'indique l'historien Jean-Joël Bréjon, Napoléon n'était initialement pas favorable au rétablissement de l'esclavage. Il imaginait un nouveau statut transitoire adapté à chaque colonie. Néanmoins, l'état d'insurrection de Saint-Dominique imposait d'y remettre de l'ordre. Par ailleurs, tout un parti créole exigeait le retour des esclaves dans les plantations. L'historien Jean-François Niort explique, manipulé par le lobby esclavagiste, Bonaparte pense que la Guadeloupe est à feu et à sang, ce qui est faux, et que le rétablissement de l'ordre passe par le rétablissement de l'esclavage. Napoléon abolit donc officiellement la traite des Noirs par son décret du 29 mars 1815, dans un contexte où son retour de l'île d'Elbe a mobilisé l'ensemble des États européens contre lui. Napoléon tente de perturber la coalition en acceptant des résolutions prises par les puissances européennes durant le congrès de Vienne.
le traité est illégal en France depuis cette abolition. La décision est en effet confirmée par Louis XVIII, notamment par le traité de Paris le 20 novembre 1815, qui reprendra à son compte l'abolition de Napoléon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu pour la promouvoir, mais aussi, bien entendu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.